Bonsoir à tous. Ce que nous avons déjà vu donc chez Castoriadis, pour le rappeler en quelques phrases, c'est qu'il y a un imaginaire radical de la société qui fait que toute société institue elle-même toutes ses représentations, toutes ses conceptions d'elle-même, toutes les significations qui lui sont importantes, donc son rapport à l'extérieur, son rapport aux autres sociétés, ses divisions, ses distinctions à l'intérieur d'elle-même. Tout ça donc est quelque chose de créé évidemment en s'appuyant sur certaines contraintes et nécessités, naturelles mais aussi humaines. Mais ces contraintes n'épuisent jamais tout à fait le sens, de telle façon que il y a une part d'arbitraire dans toute institution, et donc il y a une part de liberté de création qui repose entièrement sur l'imagination radicale des individus. Donc on a vu imagination au sens non pas courant du terme, au sens dérivé, au sens de la fiction, mais imagination au sens justement du pouvoir de créer quelque chose de tout à fait nouveau, radicalement nouveau, quelque chose qui n'est pas simplement déduit de ce qui précédait, qui n'est pas simplement une suite logique ou une suite nécessaire de ce qui précédait. Donc on a vu que ça c'était essentiel et que c'était une condition ontologique, c'est-à-dire dans l'être même des choses, une condition ontologique de la création historique. Et cette condition ontologique, donc, elle vaut aussi bien pour la société entière que pour chaque individu. Chaque individu a une certaine part d'indétermination en lui. Il n'est pas entièrement déterminé par les conditions qui l'ont fait naître et se former, même s'il l'est en partie, bien sûr. Il y a un certain jeu, une marge de liberté, de création par l'individu. Donc c'est cette condition-là ontologique que Castoriadis met en évidence, notamment grâce à la psychanalyse. On avait vu qu'il y avait deux autres conditions pour qu'un individu puisse être créateur et pas entièrement déterminé. C'est une condition psychologique, celle-là aussi se fonde dans la relation à son propre inconscient, et une condition proprement politique dont on va plus parler aujourd'hui. La relation avec son propre inconscient est une relation qui, bien sûr, ne doit pas viser à la transparence totale. Il est impossible de saisir totalement notre inconscient, mais qui doit viser à une acceptation et une certaine élucidation de ce qu'est cet inconscient. Et ça veut dire qu'on se libère d'une certaine aliénation qui nous vient de notre propre inconscient. Donc c'est une des aliénations de l'individu. On se libère de deux formes de contraintes qui viennent de l'inconscient. La première, c'est la nature même de l'inconscient, qui est cette espèce de magma, de magma au sens conceptuel que Castoriadis introduit, donc quelque chose qui permet certaines déterminations, identifications logiques, mais qui ne s'y réduit jamais. Cette espèce de production incessante de représentation et de désir qu'est l'inconscient. Sans libérer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non pas le supprimer, c'est strictement impossible, mais ça veut dire essayer de comprendre les signes que nous envoie notre inconscient, par exemple au travers des rêves. Essayer de comprendre ce que notre inconscient nous dit, ce qu'il veut de nous, et ce qui, par conséquent, nous permettra de l'apprivoiser, notamment au travers de rêves ou d'autres manifestations du même type. Donc ça, c'est une manière. Et l'autre chose qui est dans l'inconscient aussi, et qui pourrait nous aliéner très fort, c'est toute l'intériorisation des contraintes sociales. Donc l'intériorisation que nous en faisons, c'est-à-dire que le discours qui nous vient de la société, et en tout premier lieu des personnes les plus proches, et de celles qui nous ont éduqués depuis notre plus jeune âge, donc tout ce discours-là, ces attentes, ces exigences, ces interdictions, ces obligations ou ces représentations de ce qu'on devrait devenir. Donc tout ça qui a été mis en nous à un moment où on n'était pas capable encore de le maîtriser, de le reprendre à notre propre compte, tout ça s'est déposé en couches successives qui sont devenues inconscientes, et prendre conscience de ça, de ce qui nous a fait et de la manière dont nous voulons nous refaire, c'est aussi une condition essentielle de l'autonomie individuelle. Donc là, on oppose autonomie individuelle à tout ce que sont les risques d'aliénation individuelle aussi. Mais cependant, une autonomie individuelle, Castoriadis affirme immédiatement qu'elle n'est pas possible s'il n'y a pas aussi une autonomie sociale.
et réciproquement d'ailleurs. On va voir de toute façon, dans cette réciprocité constante entre individus et société, c'est vrai aussi pour l'autonomie, réciproquement, il n'y a pas d'autonomie sociale sans autonomie des individus qui composent la société. Mais d'abord, en quoi est-ce que l'autonomie individuelle a besoin d'une autonomie sociale? La manière la plus triviale et évidente de le dire, c'est si on pense à une certaine liberté politique qui permet à l'individu d'agir sur sa société. Cette liberté politique, au sens simplement libéral du terme, rien de plus pour l'instant, elle est nécessaire malgré tout pour pouvoir s'exprimer, contester, avoir un avis différent, éventuellement construire une certaine réalité différente de celle qui est la norme. Donc, tout ça est précieux, mais ce n'est qu'une toute petite partie. Le principal de l'autonomie sociale, et c'est ici qu'on voit qu'on va voir que autonomie est un concept vraiment particulier, qui a vraiment un sens particulier chez Castoriadis, c'est pas l'autonomie au sens d'indépendance, ni d'autosuffisance, comme on peut effectivement l'utiliser dans d'autres contextes. L'autonomie d'une société, c'est vraiment le fait que cette société est consciente qu'elle est seule responsable de toutes ses institutions. Et donc, toute société est nécessairement seule responsable de ses institutions, mais la plupart le masquent. Le masquent derrière une justification à partir d'une nécessité extérieure, que ce soit une nécessité divine, ancestrale, traditionnelle, naturelle, dans certains cas. Tout ça, ce sont des masques pour dire qu'en fait, c'est nous qui décidons de nos institutions, et par conséquent, c'est nous aussi qui pouvons les changer. Donc, extrêmement rares ont été les sociétés autonomes en ce sens, c'est-à-dire qui ont vraiment reconnu qu'elles seules étaient responsables de leurs institutions et qu'elles pouvaient par conséquent les changer. Et c'est là que Castoriadis a toujours répété, jusqu'à la fin de sa vie, que ces rares moments se situaient en tout premier lieu, pour la première fois dans la Grèce des cités, et pas de n'importe quelle cité encore, mais des cités plutôt démocratiques, et ensuite, dans un second temps, dans les communes qui, à la fin du Moyen-Âge, se sont rendues indépendantes, ont essayé de s'autogouverner en ayant parfaitement conscience qu'elles se détachaient d'un ordre féodal, et qu'elle s'auto-organisait, elle créait un nouveau régime politique qui n'existait plus depuis certainement un millénaire. Donc ça a été un deuxième moment instituant, autonome, mais qui a vite été repris donc dans le fait que justement que c'est par toute une série de conquêtes et de rivalités, ces villes ont pendant très peu de temps gardé leur autonomie. Donc ce sens-là de l'autonomie, Castoriadis le lie toujours à la politique et en particulier à la démocratie. Alors on va essayer de se demander dans un premier temps pourquoi finalement seule une véritable démocratie, vraiment dans son sens plein, peut développer une véritable autonomie. D'abord, pourquoi l'autonomie est-elle politique et pas sociale, par exemple. On pourrait dire sociale, on parle de société et de social historique. Il y a une distinction importante entre politique et sociale qui n'est pas reconnue par tout le monde, sur laquelle insiste Castoriadis, avant lui Hannah Arendt, et tous les deux parce qu'ils se réfèrent tellement souvent à une culture commune, c'est la culture de la Grèce antique. En effet, Aristote, dans sa politique, établit cette distinction de la manière la plus explicite pour la première fois. Il dit que les hommes se rassemblent en société pour mieux vivre, c'est-à-dire pour mieux subsister, pour assurer leur subsistance de manière plus efficace. Mais ils se regroupent en cités, c'est-à-dire en organisation politique, pour une autre raison. C'est pour le bien vivre, dit-il. Donc ce n'est pas pour vivre de manière plus efficace, du point de vue de la subsistance, c'est pour bien vivre. Et dans ce bien, qu'est-ce qu'il met ? Il met justement la recherche sur les valeurs. C'est-à-dire, est-ce que la manière dont nous instituons notre société est juste ? Est-ce que c'est ça qui vise le bien commun ? Comment définissons-nous le bien commun ? Donc, c'est une société qui s'interroge sur ce qui est son bien, de chacun et du tout, et sur ce qui est juste, c'est-à-dire qui ne se contente pas de produire des institutions qui dépendent de la tradition ou de l'histoire, mais qui produit des institutions en se demandant pourquoi elles sont justes.
Et donc ça c'est écrit déjà donc, aussi explicitement que ça chez Aristote, et c'est repris donc par certains auteurs qui approuvent cette distinction. En quoi est-ce que c'est distinct du social donc? C'est que, autre chose qu'on a redécouvert à l'époque moderne, quand les hommes se réunissent en société, que ce soit des sociétés homogènes ou hétérogènes, il y a de toute façon des différences de statut. Il y a les différences des deux sexes, qui sont souvent même d'ailleurs très surdéterminées par la plupart des sociétés. Il y a des différences donc, de statut social, de spécialité, de capacité, hein, de dons, de facultés. Et lorsqu'on a des échanges, que ce soit des échanges de vues, de pensées ou des échanges matériels à l'intérieur de la sphère sociale, ces différences entrent en compte, évidemment. Elles influencent ces échanges. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Alors que dans la sphère politique, on construit justement la relation sur l'égalité. On construit cette égalité. C'est la politique qui décide de l'égalité devant la loi, devant le droit, et devant donc, la loi en tant qu'elle est subie, c'est-à-dire qu'on doit s'y soumettre, mais aussi en tant qu'elle est faite, qu'elle est construite, qu'elle est décidée par délibération de tous. Et donc cette égalité-là, c'est une égalité qui abolit les différences sociales. Il n'y a plus de différence entre les sexes, il n'y a plus de différence entre les statuts sociaux, les professions, en principe évidemment. Hein. L'institution de la politique suppose ça. Et c'est sa déclaration. Après on peut... formellement, c'est quelque chose qui est répété depuis l'époque moderne jusqu'à maintenant. On vous dit qu'il y a égalité devant la loi et égalité d'accès, en principe, même à la participation, à l'élaboration des lois. Bon, ça, on va y revenir plus tard. Donc, c'est ça la différence entre le social et le politique. Les distinctions sociales, on ne peut pas les abolir. Je dirais, elles sont nécessaires, forcément, elles existent, elles font même vivre la société. Mais les abolir au moment de la décision concernant les affaires communes, ça, c'est là que c'est important. C'est là que c'est important de réaliser cette égalité. Donc il y a une distinction. Et vous pouvez lire tout de suite le deuxième texte de la troisième séance, qui précise cette particularité du politique. J'entends par politique l'activité collective, réfléchie et lucide, qui surgit à partir du moment où est posée la question de la validité de droit des institutions. Est-ce que nos lois sont justes? Est-ce que notre Constitution est juste? Est-elle bonne? Mais bonne par rapport à quoi? Juste par rapport à quoi? C'est précisément par ces interrogations interminables que se constitue l'objet de la véritable politique, laquelle donc présuppose la mise en question des institutions existantes, fût-ce pour les reconfirmer en tout ou en partie. Et sur cette mise en question, je vais vous lire encore un petit texte plus récent de Castoriadis qui se trouve dans La montée de l'insignifiance, c'est Les carrefours du labyrinthe 5. Non, 4, pardon. J'ai un petit texte en plus. Parmi les créations de l'histoire humaine, une est singulièrement singulière, en phase, celle qui permet à la société considérée de se mettre elle-même en question. Et ça a vraiment strictement à voir avec l'autonomie. L'autonomie, c'est arriver à se mettre en question, à dire tout peut être interrogé. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on va continuer à faire comme ça. Il n'y a aucune raison. On peut chaque fois tout réinterroger. Création de l'idée d'autonomie, de retour réflexif sur soi. Donc la société s'interroge sur elle-même. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi faisons-nous ça comme ça? De critique et d'autocritique, d'interrogation qui ne connaît ni n'accepte aucune limite. Donc on voit tout de suite la différence avec l'hétéronomie. Donc, l'hétéronomie, ça veut dire que la loi vient de quelqu'un d'autre, hétéros, ou vient de l'extérieur, et ça veut dire qu'on met une limite à l'interrogation. On met une limite en un point qu'on ne peut plus mettre en question. Encore une fois, que ce soit un dieu, un ancêtre, une tradition, une loi soi-disant naturelle, quel que soit ce qu'on invoque. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut plus mettre en question. Et dans la plupart des sociétés, ça existe. Il y a quelque chose comme ça. On a vu que dans la nôtre aussi, bien sûr. Hein. La nôtre n'est pas du tout un modèle sur ce point. Donc, création donc, en même temps, de la démocratie et de la philosophie. Et voilà où Castoriadis, de nouveau, puise son inspiration dans la Grèce ancienne, puisque c'est une thèse qui accourt depuis Jean-Pierre Vernant,
un helléniste dont la thèse de 1962 déjà n'a jamais été vraiment remise en question, n'a jamais été démentie. C'est la thèse selon laquelle, donc, dans les cités grecques, sont nées en même temps la philosophie et la démocratie. Et ce qu'il veut montrer, c'est qu'elles sont nées en même temps parce qu'elles ont les mêmes conditions, parce qu'elles sont essentiellement la même chose. Et cette condition commune, c'est justement la mise en question de tout. Le fait qu'il n'y a pas de limite à la mise en question. Il n'y a rien qui est tabou. Il n'y a pas de limite à la pensée. Ça, c'est la philosophie. Une vraie philosophie, c'est une philosophie qui ne met aucune limite à sa pensée. Et la démocratie, c'est pareil, comme on vient de le voir. Donc, c'est la suite, la phrase suivante du texte dit exactement ça. Car de même qu'un philosophe n'accepte aucune limite extérieure à sa pensée, extérieure parce que, évidemment, la pensée elle-même n'est pas infinie, c'est-à-dire elle n'est pas toute puissante, elle n'est pas infinie, notre pensée est limitée, mais ça c'est une limite interne. De même, la démocratie ne reconnaît pas de limite externe à son pouvoir instituant, ses seules limites résultent de son autolimitation. Alors ça tout de même c'est important, son autolimitation, ça signifie que c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on peut édicter n'importe quoi, qu'on peut faire n'importe quoi, sinon la société ne se survivrait pas tout simplement si elle faisait n'importe quoi. Et cette autolimitation, d'ailleurs, Castoriadis la met en rapport à nouveau avec quelque chose de psychanalytique. Il dit ceci, c'est que la démocratie a ceci de particulier aussi par rapport à tous les autres régimes politiques, c'est qu'elle seule accepte la mortalité. Et un individu qui a vraiment réussi cet apprivoisement de son inconscient, c'est aussi quelqu'un qui accepte sa mortalité. Et c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Alors, comment est-ce qu'il lie les deux, justement ? Donc, le niveau de la démocratie et le niveau individuel. Il dit qu'en fait, ce qu'il appelle la monade psychique, c'est-à-dire donc la psyché non encore apprivoisée par la société, est une sorte de fantasme de toute puissance, hein, comme on le dit souvent à propos des très très jeunes enfants, une sorte de fantasme de toute puissance, d'illimitation. Ils ne savent pas où sont leurs limites, ni dans l'espace, ni dans le fantasme, la représentation, l'imagination, la perception. Et l'éducation, la toute première éducation sociale consiste précisément à faire sentir les limites, ne fût-ce que celle du corps, où commence l'autre, hein, où finit moi, où commence l'autre, et puis les limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on peut obtenir, de ce qu'on ne peut pas obtenir. Donc tout est une question d'apprendre des limites. Et la limite la plus difficile à accepter, c'est la limite temporelle. C'est accepter qu'on n'est pas immortel, qu'on va devoir s'arrêter. Et donc en échange, la thèse de Castoriadis est qu'en échange de cette limitation que la société impose à l'individu en lui disant « tu vas mourir », elle lui offre une compensation qui est, dans presque toutes les sociétés, une certaine vision de l'éternité. Alors, ou bien l'éternité est donnée théologiquement, ou bien l'éternité est donnée dans le fait que la société, du moins, ne change pas. On lui dit, toi tu vas passer, mais tes enfants feront la même chose que toi. Tes petits-enfants feront la même chose que toi. Et notre tribu, hein, ou notre clan, ou notre groupe social quel qu'il soit, continuera toujours à fonctionner de la même façon. Et c'est une consolation. Et donc ce que toi tu feras sera repris par d'autres, et en quelque sorte tu seras prolongé dans les autres qui te succéderont. Donc cette consolation est donnée en échange de la nécessité de mourir. Or la démocratie n'offre pas ça, justement. C'est le seul régime qui accepte, puisqu'elle est autonome et que rien ne l'oblige à conserver ses institutions telles qu'elles viennent de l'histoire, elle accepte qu'elles vont changer. Et que donc, il faut savoir que pour chaque individu, quand il mourra, la société ne lui survivra pas de la même façon. Et ce qu'il aura instauré, peut-être ne restera pas. Et il faut accepter ça aussi. Donc c'est encore plus difficile, mais en même temps, on voit aussi la grandeur de pouvoir créer, en sachant qu'on crée pour maintenant, qu'on crée pour l'avenir en espérant que ce sera bon et que ce sera conservé parce que c'est bon, parce que les autres aussi trouveront que c'est bon, mais sans avoir cette certitude que quelque chose dure. Rien ne dure. Donc voilà aussi une particularité de la démocratie liée à cette dimension psychanalytique. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même aussi des limites, bien entendu.
Mais pourquoi seule une démocratie peut réaliser l'autonomie? On pourrait faire l'objection que, prenons un autre régime qui nous est très familier, oligarchie. Donc oligoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques-uns, peu nombreux. Donc il y a une classe de quelques-uns qui gouvernent. On l'appelle aristocratie si ce sont les meilleurs. Si ce ne sont pas les meilleurs, c'est une simple oligarchie. Et on peut dire même souvent que l'oligarchie est une plutocratie. Plutos, le riche. Ce sont les riches qui gouvernent, pour toutes sortes de raisons, mais en général, il est plus facile d'arriver à un gouvernement quand on est riche que quand on n'est pas riche, pour toute une série de raisons. Donc ces typologies, elles existent aussi depuis Platon et Aristote. C'est rien de nouveau dans ces typologies. Mais pourquoi donc un régime comme ça ne pourrait pas être autonome? On pourrait se dire, même une oligarchie ou une aristocratie pourrait considérer qu'elle est parfaitement consciente du fait qu'elle institue elle-même, elle établit elle-même ses propres institutions, décrets, décisions, représentations. Elle pourrait être totalement lucide sur ce qui fait, ce qu'on avait vu la semaine dernière, sa signification centrale. Donc cette signification qui organise toutes les autres significations, rôle que détient dans notre société l'économie de type capitaliste. Elle pourrait être parfaitement lucide là-dessus et décider en toute conscience, délibérer, de continuer comme ça ou de le changer. Pourquoi l'oligarchie ne pourrait pas le faire et pas tout le reste de la société, considérer que la société soit néanmoins autonome? Vous voyez l'objection. En fait, il y a plusieurs manières d'y répondre. Et une première façon, c'est que Castoriadis insiste sur le fait qu'une société n'est autonome que si l'ensemble de ses membres sont des individus autonomes. Donc, si on était dans une oligarchie, disons, autonome en tant qu'instituante et consciente de son institution, le reste des membres de la société ne le serait pas, puisqu'ils ne participent pas à cette institution. Or, dit Castoriadis, le but d'une société autonome, ce n'est pas elle-même, elle n'est pas une fin en soi. Son but, c'est de réaliser l'autonomie dans les individus. Pourquoi est-ce qu'on doit libérer la société? C'est pour libérer les individus. C'est eux le but. C'est chaque individu qui est le but. C'est l'individu qui doit s'épanouir le plus possible, qui doit créer le plus de possibilités humaines, et non pas la société qui reste malgré tout une certaine abstraction par rapport au concret des individus. Donc le but d'une société autonome, c'est que les individus le soient. Donc, première réponse, si seule une petite partie le sont, ça n'a pas d'intérêt. Une autre manière de répondre, c'est de dire que, en réalité, une oligarchie est le plus souvent hétéronome. Et pourquoi est-ce qu'elle est, ou si vous voulez, de manière cryptique, elle est hétéronome? Parce que il y a deux manières pour une oligarchie de justifier que le pouvoir politique, le pouvoir de la décision politique, est entre les mains de quelques-uns et non pas aux mains de tous. Il y a deux manières de le justifier, et les deux manières sont utilisées encore aujourd'hui d'ailleurs, et elles sont incompatibles entre elles. Alors, la première, c'est que on dit il faut une compétence pour gouverner. Il faut une compétence, c'est-à-dire on ne met que les gens compétents à la tête d'un État parce que tout le monde n'est pas capable, c'est trop complexe. On entend ça 10 fois par jour, c'est trop complexe. Donc, qu'est-ce qu'on invoque de cette façon-là? On invoque le fait que la chose politique, la décision politique, repose sur une certaine science, une certaine connaissance intellectuelle tellement complexe qu'elle ne peut pas être atteinte par tout le monde. Cette justification-là est hétéronome parce qu'elle n'est pas remise en question alors qu'en fait elle le devrait. Il faudrait pouvoir dire, en réalité, la science politique ne se confond avec aucune discipline intellectuelle, la science ou plus exactement la pratique politique, puisque c'est une pratique de délibération. Elle ne se confond pas avec une connaissance intellectuelle, comme on l'avait déjà fait remarquer la semaine dernière. En fait, il y a une grande distinction entre connaître une science théorique, intellectuelle, ce qui effectivement n'est probablement pas ni accessible ni désirable pour tout le monde, et être capable d'entrer dans une pratique décisionnelle, c'est-à-dire capable d'évaluer des arguments, capable de rechercher collectivement un bien commun, un bien pour tout le monde, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois depuis Aristote, est considéré comme pouvant être accessible à n'importe quelle personne, disons, d'intelligence normale. On n'aurait que quelques exceptions éventuellement. Donc, justifier l'oligarchie
par une compétence, parce qu'il y aurait une science qui serait tellement complexe que seuls quelques-uns pourraient y arriver, c'est une hétéronomie. On va chercher un masque, hein, un prétexte, une excuse qui en réalité n'est pas interrogée et qu'on n'a pas envie du tout d'interroger. Si on l'interrogeait, on retomberait sur le fait que non, si la pratique politique était comme elle doit être, il n'y aurait pas besoin de cette science. Ce qui n'empêche pas qu'on ne pourrait pas consulter des experts. On peut bien sûr, si on a besoin de construire quelque chose ou de faire n'importe quelle édification collective, on aura besoin d'experts. On va consulter effectivement des juristes qui connaissent par cœur les codes de loi. Tout le monde ne doit pas connaître par cœur le code de la loi. On va demander à des ingénieurs, on va demander... Évidemment, mais ce n'est pas les experts qui décideront. On les consultera, on leur posera les questions, on leur demandera quelles seront les conséquences de tel et tel choix. Et quand ils nous auront dit ça, alors l'Assemblée, de tout le monde, des citoyens lambda, l'Assemblée décidera, hein, en connaissance de cause, ayant été éclairée. Donc, la première justification, comme vous le voyez, elle est hétéronome. On n'est pas dans une autonomie si l'oligarchie se justifie comme ça. La deuxième justification de l'oligarchie pour garder le pouvoir, elle repose sur la fameuse supercherie de la représentation. Représentation que Castoriadis appelle une illusion métaphysique. C'est une illusion métaphysique. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'un homme en représente un autre ? Réfléchissez 2 secondes à cette aberration philosophique de considérer un homme en représente un autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, et je pense que c'est plutôt une supercherie, évidemment, parce qu'il s'agit de masquer le fait qu'on a tout simplement une confiscation de pouvoir, hein, et on fait semblant que la voix de chacun sera effectivement répertoriée, sera effectivement rapportée, sera effectivement prise en compte, parce qu'il a un représentant qui parlera comme lui-même aurait parlé, qui votera, qui décidera comme lui-même aurait voté ou décidé. Ce qui est évidemment une nouvelle absurdité. On sait très bien. Alors, ça peut avoir un certain sens si on conçoit la politique uniquement comme une rivalité entre des factions, entre des corporations, et donc on n'aurait que des grands groupes où tout le monde parlerait de la même voix. Et on dirait, sur telle décision, les paysans vont nécessairement tous dire ça. Les professions libérales diront nécessairement tous ça, les patrons diront tous ça, etc. Si on conçoit la politique comme ça, évidemment comme uniquement des grands groupes d'intérêts qui s'opposent et doivent trouver des concessions entre eux, alors effectivement prenez n'importe quel représentant d'entre eux, ça suffira. C'est comme si tous les autres s'étaient exprimés. Mais évidemment, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça. Chaque individu a sa propre pensée, sa propre voix, sa propre estimation en fonction de son expérience, en fonction de son type d'approche. Et donc, rien ne remplace la pensée d'un autre. Aucune pensée d'un homme ne remplace celle d'un autre. Donc c'est de nouveau une fausse justification. Et donc de cette manière-là non plus, on ne justifie pas qu'une oligarchie puisse être autonome pour la société tout entière. Ce qu'elle fait en réalité, c'est tout simplement ignorer l'autonomie, refuser l'autonomie à toute une partie de ses membres. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut discuter, sans problème. Donc tout ça pour essayer de justifier le fait que seule une démocratie peut être une véritable autonomie. Parce que là, une démocratie au sens propre du terme, c'est-à-dire une démocratie où tout membre de la société participe à l'assemblée décisionnelle qui concerne les affaires collectives. Alors évidemment, on ne va pas décider collectivement de tout et n'importe quoi. On ne va pas passer tout son temps en assemblée, évidemment. De quoi est-ce qu'on va décider ? Ici, il y a une distinction à faire entre 3 sphères de rapport entre le public et le privé. Donc on a une sphère tout à fait privée. La sphère tout à fait privée, c'est l'oikos. On l'a vu la semaine passée parce que c'est sur ce terme qu'est fondée économie. Donc, l'oikos, c'est la sphère privée, c'est la famille et son domaine de subsistance. C'est les relations, on peut mettre dans la sphère privée toutes les relations affectives et aussi la subsistance. Alors, mettre la subsistance dans la sphère privée, ce n'est pas banal, ce n'est pas ce qu'on entend le plus couramment. C'est aussi quelque chose que faisait Hannah Arendt. Et, encore une fois, Castoriadis, Arendt, ce qui fait le lien entre ces 2 auteurs, c'est Aristote. C'est dans la politique d'Aristote qu'on a cette idée que, au fond, la production de ce qui est nécessaire, c'est
c'est une affaire privée. Chacun se débrouille comme il veut pour subsister, comme il veut, comme il peut, selon ses capacités pour subsister. Je précise que si Aristote dit ça, ce n'est pas du tout un présupposé purement théorique, c'est une observation de ce qui se passe réellement dans les faits, parce que la démocratie grecque a été fondée sur un type d'organisation économique de petits propriétaires familiaux, de petites propriétés familiales. Donc que ce soit la paysannerie, donc que ce soit une propriété foncière avec un petit domaine familial, ou une production artisanale, donc un petit artisan qui a ses propres outils et puis qui échange sa petite production. De toute façon, la démocratie repose sur le petit indépendant, la petite personne indépendante, qui par conséquent est totalement maître de son travail. Chaque personne décide de ce qu'elle va produire, comment elle va le faire, et à quelle fin, enfin, pourquoi elle va le faire comme ça. Et donc cette indépendance de chacun économiquement, c'est aussi un modèle qui avait été repensé au XVIIIe, XIXe siècle lorsqu'il y a eu des revendications, donc d'abord contre l'Ancien Régime, ensuite lors des mouvements révolutionnaires contre l'industrialisation naissante. C'était une alternative contre l'industrialisation et contre donc la soumission de masse que représente l'industrie par rapport aux salariés. Le refus du salariat, c'est le désir d'indépendance. C'est le désir de pouvoir décider de soi-même ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, etc. Donc tout ça pour dire que on comprend pourquoi, en raisonnant comme ça, on comprend pourquoi on peut mettre la production de ce qui est nécessaire à la subsistance dans la sphère privée. C'est une décision personnelle, familiale en général, familiale ou bien en tout cas dans un petit cercle très proche. Alors la deuxième sphère, c'est la sphère qui est à la fois public-privé, c'est le mélange public-privé et elle s'appelle l'agora. Donc on aura à chaque fois un nom grec bien sûr. L'agora, c'est d'abord la place du marché. Donc c'est l'endroit où chaque famille ira avec la production de son oikos qui est excédentaire, l'échanger contre autre chose dont elle a besoin parce qu'elle ne le produit pas elle-même. Donc c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas une autarcie évidemment familiale, donc c'est nécessaire pour avoir une subsistance complète. L'agora, c'est pas seulement le marché, c'est aussi la place où se fait toute la vie associative. Tout ce qui est discussion sur des questions de loisirs, de fêtes, éventuellement de rituels religieux, tout ça c'est sur l'agora. Donc c'est le lieu du social dont on parlait tout à l'heure. C'est là que se font toutes les relations sociales, tous les échanges vraiment sociaux. Mais ce n'est pas encore le lieu du politique. Donc parfois on entend que l'assemblée politique des démocraties grecques c'était l'agora, c'est tout à fait faux. L'agora n'était pas du tout le lieu de l'assemblée politique. Le lieu de l'assemblée politique, et donc ce qui est proprement la sphère publique, c'est l'ecclésia. Ecclésia, qui a donné, ironie de l'histoire, le mot église. Alors, qui a donné le mot église parce que c'était le lieu où on se réunissait, tout simplement. Donc ecclésia, ça c'est le lieu où se réunit l'assemblée du peuple pour délibérer sur les affaires politiques. Et donc Castoriadis, se détachant maintenant de la seule antiquité grecque, on passe à c'est l'équilibre entre ces trois sphères qui doit se faire à l'époque contemporaine si on veut être en démocratie. Il dit que si on prend que dans certains régimes, une des sphères empiète beaucoup trop sur les autres. Dans un régime totalitaire, par exemple, c'est la sphère politique qui pénètre entièrement les autres sphères et dirige tout. Donc c'est de la classe politique, qui bien sûr n'est pas l'ensemble des citoyens, bien entendu, qui n'est pas l'ensemble des membres de la société, mais c'est de la classe politique qui a un contrôle total sur les autres sphères, y compris sur la vie privée. Dans une totalitaire veut bien dire que tous les aspects de la vie sont contrôlés par la domination politique. Remarquez qu'il faut qu'il y ait un certain contrôle, une certaine influence
de la décision politique sur les deux autres sphères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la sphère privée est entièrement régie par les membres de la famille. Il n'y a pas de droit à l'intérieur de la famille qui soit totalement hors délibération et hors règles collectives. Il faut pouvoir dire, par exemple, que le meurtre est interdit à l'intérieur de la famille. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, il y a eu des temps archaïques où le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses enfants. Donc, il a fallu que le niveau, disons, public vienne dire non, non, là, il y a des règles, y compris dans la vie privée. Même chose dans la vie des échanges économiques. Bon, c'est bien que les règles des échanges économiques soient pris de manière politique, c'est-à-dire qu'on décide à quelles conditions un échange est juste, équitable, enfin qu'on fixe certaines limites, organisation. Donc une certaine participation de cette sphère aux autres est absolument indispensable. Mais quand elle se met à régir l'ensemble des activités sociales et familiales, elle devient totalitaire. Et remarquez que par cette conception-là du pouvoir totalitaire, on remarque bien aussi qu'un pouvoir oligarchique peut devenir progressivement totalitaire, que ça peut être quelque chose de très insidieux parce que en devenant de plus en plus intrusif dans toutes les sphères de l'activité, on finit par tout contrôler. Or justement, pour Castoriadis, et depuis les années 70, il observe ça, même avant peut-être, il observe une bureaucratisation croissante de nos sociétés, bureaucratisation au sens où tout est réglementé. Il n'y a rien qui soit laissé simplement à l'arbitraire, au hasard, à la décision individuelle, au choix. Non, tout est strictement défini, réglementé, doit se faire selon des protocoles extrêmement précis. Vous voyez, il n'y a qu'à voir comment tout est encadré de réglementation. Et en outre, cette bureaucratie devient de plus en plus autoritaire, c'est-à-dire avec sanctions, de plus en plus de sanctions si on fait la chose, si on ne respecte pas le règlement à la virgule près, etc. Donc une bureaucratie de plus en plus autoritaire s'avance, s'achemine progressivement vers un totalitarisme. C'est pas pour dire que c'est la même chose, mais on voit la continuité. Et donc ceux qui disent que les grands totalitarismes du XXe siècle sont en fait des exaspérations du modèle capitaliste parlementaires n'ont pas tort, si on le voit de cette façon-là. Ça aussi, si vous voulez, on peut discuter. C'est une des manières, en tout cas, de les expliquer. Donc tout ça pour dire qu'il faut essayer de trouver, pour qu'on ait une démocratie et une autonomie, la bonne relation entre ces trois sphères. Laisser au privé ce qui est du domaine du privé et ne pas considérer, par exemple, que tout doit tourner autour de l'économie. On rejoint l'idée que ça ne doit pas être la signification centrale. Laisser aux relations sociales tout leur pouvoir de s'auto-instituer de manière libre là aussi. Tout le monde ne participe pas à tout, mais on peut laisser les gens s'auto-organiser, ils font ça très bien. Il n'y a qu'à voir comme le milieu associatif foisonne en fait de toutes sortes d'initiatives. Et puis, instituer une sphère où tout le monde est déclaré égal par principe, égal dans la décision, égal dans la participation, égal ensuite dans l'application du droit institué. Donc ça aussi, ça montre que seule la démocratie, la vraie, est un régime d'autonomie. Comme Castoriadis se réfère tellement à ces modèles, si on veut, de sociétés autonomes, ceux qui ont eu lieu dans la Grèce antique, ceux qui ont eu lieu dans l'Europe médiévale, et puis qui, selon lui, survivent dans l'imaginaire actuel, mais survivent de manière minoritaire. L'imaginaire, depuis la fin du Moyen-Âge jusque maintenant, a toujours conservé cette tendance minoritaire à essayer de gagner de l'autonomie, à la fois individuelle et sociale, mais qui a toujours été écrasée par une tendance beaucoup plus forte à l'hétéronomie et à l'imposition par une classe de certaines valeurs et de certaines obligations. Donc il y a ces deux projets qui cheminent ensemble dans ce qu'on appelle l'Occident, dans ce qu'on appelle, ou qu'on peut dire l'imaginaire gréco-européen ou gréco-occidental, peu importe. Donc, comme Castoriadis revient tout le temps avec ces
ces mêmes modèles, on lui a un peu reproché et on l'a accusé d'être européocentriste, hein, ou disons, de favoriser un peu trop sa culture par rapport aux autres. Et il a notamment accepté un débat en ce sens sur cette question avec les membres du mouvement du MAUS. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le mouvement du MAUS. Ça s'écrit comme l'anthropologue Marcel Mauss. C'est fait exprès, évidemment. Oui. Donc c'est mouvement anti-utilitariste, pour l'anti-utilitarisme dans les sciences sociales. Bon, c'est un mouvement qui regroupe des anthropologues, des sociologues, des philosophes, qui publie la revue du MAUS, une revue très riche en fait en réflexion théorique. Et donc il avait interpellé Castoriadis sur ce point. Et donc Castoriadis s'est justifié de plusieurs manières. Alors première manière, il a dit lorsque je me réfère à la Grèce antique, je n'y vois pas un modèle, c'est-à-dire je ne prône évidemment pas qu'on refasse l'Athènes antique dans la société actuelle. Il dit ce sont des germes qui ont existé à ce moment, des germes. C'est-à-dire qu'il y avait là, pour la première fois, une haute institution lucide, volontaire, délibérée, qui a établi ce que devait être une société démocratique, même si Athènes n'est pas allée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle gardait effectivement l'exclusion de certaines catégories de personnes hors de la citoyenneté. Donc, nous devons développer ces germes et aller jusqu'au bout, inclure tout le monde, refuser ces exclusions. Bien entendu, quand on parle de cités démocratiques anciennes, toutes les cités grecques n'étaient pas démocratiques, loin de là. En fait, il y avait une variation extraordinaire de type de régime à cette époque. On sait qu'il y en avait d'autres qu'Athènes qui étaient démocratiques. On le sait parce qu'Aristote, notamment, dit qu'il y a plusieurs formes de démocratie. Alors, il montre toutes les subtiles différences dans les institutions, dans les instances de décision. Donc, on sait qu'il y en avait plusieurs, mais malheureusement, on ne les connaît pas aussi bien qu'Athènes. Pourquoi on se réfère toujours à Athènes ? C'est parce que c'est la seule qu'on connaît parfaitement. On la connaît parfaitement parce qu'Aristote a écrit une constitution d'Athènes, donc qui est tout un livre qui décrit non seulement toutes les instances décisionnelles, juridictionnelles, toutes les instances légales d'Athènes, mais en plus, tout leur historique. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment, au cours des siècles, on est arrivé progressivement, par des luttes sociales, bien sûr, par des luttes sociales, à la forme, disons, achevée, la plus inclusive possible du pouvoir politique. Et donc ça, c'est un témoignage extraordinairement précieux. Il en avait, alors lui, son école, lui et ses élèves du lycée, en avaient écrit à peu près 150, donc de constitutions différentes, de cités différentes. Mais on les a toutes perdues. Il ne reste que la constitution d'Athènes. Donc c'est pour ça aussi qu'on en parle tellement, c'est la seule qu'on connaît aussi bien. Alors l'autre qu'on connaît aussi, pas tout à fait aussi bien, mais tout de même par de beaucoup de témoignages et de documents, c'est celle de Sparte, qui est toujours considérée comme son opposé. Sparte, donc, qui était une constitution où les égaux, alors c'est quand même important parce qu'il y avait toute une classe qui s'appelait les égaux, mais qui était une minorité dans l'ensemble de la société, où les égaux donc, se partageaient les différents pouvoirs politiques et judiciaires, avec une hiérarchie très forte. Ils s'appelaient les égaux, mais ils étaient quand même hiérarchisés entre eux. Donc, et se partageaient le pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'était une classe oisive. C'était une classe qui ne faisait que la guerre et la décision politique et les fonctions religieuses. Tout ce qui était production était réalisé à Sparte par les Ilotes, qui est un peuple, une ethnie qui avait été mise en esclavage par les Grecs. Une ethnie donc pré-grecque qui avait été entièrement mise en esclavage et attachée à la terre et qui produisait pour les autres. Bon, donc c'est un modèle évidemment complètement opposé et qui n'a quasiment pas bougé au cours des siècles, alors qu'Athènes a énormément bougé. Donc ça, je referme cette parenthèse. Donc Castoriadis se justifie d'une part en disant à Athènes, je trouve des germes, je ne trouve pas un modèle. Par ailleurs, quand on lui disait que en fait sa position était à la fois relativiste et universaliste. Il a accepté cette idée que sa position est à la fois relativiste et universaliste. En quoi ? Sa position elle est relativiste puisqu'il considère que, puisque toute société instaure de manière arbitraire et librement ses propres institutions, il n'y a pas de critères communs
objectif ou extérieur qui pourrait les comparer entre elles et les juger. Il n'y a pas de point de vue extérieur pour les juger. Donc une société peut constater la différence entre toutes les formes institutionnelles, mais elle n'a pas un critère absolu ou extérieur pour dire ceci est mieux que ceci. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons été formés dans une certaine culture, dans une certaine représentation, avec certaines valeurs, et donc forcément, nous allons regarder les autres à partir de ces valeurs. Nous ne pouvons jamais nous départir totalement de ce qui nous a formés. Nous pouvons le refuser, ça c'est possible. Nous pouvons dire, en fait, tout ce que m'a appris ma société, je vais essayer de m'en débarrasser, je vais vivre dans une autre société avec de toutes autres règles. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui échappent au modèle hégémonique. Mais en fait, de toute façon, on se rendra compte qu'on a été formé, de toute façon, par une certaine vision du monde. On a été formé par une certaine langue, par une certaine logique de la pensée dont on ne pourra pas se départir. Donc forcément, il y a un certain européocentrisme pour des Européens, africanocentrisme pour des Africains, etc., puisque forcément chacun parle d'où il est, chacun voit le monde et les autres d'où il est, à partir de ce qu'il est. Ça, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas échapper. Et ce n'est pas la peine de l'espérer ou de le souhaiter. Ça ne peut pas marcher. Je pense qu'il y a un texte qui dit cela. Voilà, le texte 4 exprime ceci. Donc ce relativisme qui fait qu'une société ne peut appréhender les autres qu'à partir de ses propres valeurs et qu'il n'y a pas de point de vue extérieur ou de critères global, de critères général, communs, qui ferait qu'on puisse les hiérarchiser entre elles. Donc la 4 dit « Une société autonome affirmera que l'autonomie sociale vaut, donc a de la valeur », c'est-à-dire nous disons que nous donnons de la valeur, et peut-être même la valeur fondamentale, à l'autonomie sociale. Certes, elle pourra justifier en aval son existence par ses œuvres. Donc elle pourra se justifier en disant ce que produit l'autonomie sociale nous paraît des produits plus intéressants que ce qui se fait ailleurs. Donc elle peut se justifier par ses œuvres, parmi lesquelles le type anthropologique d'individu autonome qu'elle créera. Les types anthropologiques sont évidemment créés par la société. Dans une société autonome, on crée des individus autonomes. Dans une société religieuse, on crée des individus religieux, etc., etc. Mais l'évaluation positive de ces œuvres dépendra encore de ces critères. Plus généralement, de signification imaginaire sociale qu'elle aura elle-même instituée. Donc si elle dit « je préfère le type anthropologique autonome que le type anthropologique aliéné », c'est encore parce que son critère est là. Il se peut que quelqu'un d'autre, qui est un type anthropologique religieux par exemple, dise « moi je préfère l'individu religieux, donc les sociétés qui les produisent ». Cela pour rappeler qu'à la fin des fins, aucune sorte de société ne peut trouver sa justification en dehors d'elle-même. Toute justification vient de nous, donc il y a circularité entre ce qu'on fait et ce qu'on justifie. On ne peut pas sortir du cercle. C'est ça le relativisme, d'où le relativisme de cette pensée. Nous considérons que l'autonomie est bonne parce que nous l'investissons, parce que pour nous elle est préférable. D'autres préfèrent un autre modèle. Il n'y a pas moyen de se juger mutuellement. Mais en même temps, il y a chez Castoriadis une visée universaliste. Et cette visée universaliste, on va la lire dans le texte 3. C'est une visée qu'il disait plus explicitement dans ses œuvres plus anciennes et que progressivement, il a plus nuancé. On va voir comment. Si nous affirmons la tendance de la société contemporaine vers l'autonomie, si nous voulons travailler à sa réalisation, c'est que nous affirmons l'autonomie comme mode d'être de l'homme. Alors ça, c'est vraiment fort comme expression, comme mode d'être de l'homme. Donc de l'homme pour toute l'espèce humaine. Nous estimons que le mode d'être de l'espèce humaine, c'est l'autonomie. Et que par conséquent, les groupes humains pour lesquels l'autonomie n'est pas réalisée, c'est qu'ils n'ont pas épanoui leur mode d'être, c'est qu'ils ont quelque part jugulé, étouffé leur mode d'être sous quelque chose d'hétéronome, sous une couche d'aliénation. Et donc ce serait mieux s'ils se débarrassaient de cette couche. Leur mode d'être fondamental est occulté. Donc ça, c'est vraiment très fort comme expression.
Donc que nous la valorisons, nous y reconnaissons notre aspiration essentielle et une aspiration qui dépasse les singularités de notre constitution personnelle, la seule qui soit publiquement défendable dans la lucidité et la cohérence. Nous pensons que la visée de l'autonomie tend inéluctablement à émerger là où il y a homme et histoire. Que, au même titre que la conscience, la visée d'autonomie, c'est le destin de l'homme, encore une expression très forte, que, présente dès l'origine, elle constitue l'histoire plutôt qu'elle n'est constituée par elle. Donc l'histoire, ça serait l'histoire de l'avancée, de la progression vers l'autonomie. Alors c'est le cas dans certains, enfin on voit bien que c'est le cas dans certains cas, dans l'histoire d'Athènes par exemple. Après, il y a eu évidemment recul, régression. Bon, alors ça, évidemment, ça n'empêche pas. Castoriadis n'est pas quelqu'un qui défend évidemment un progrès linéaire de l'histoire. Mais cet universalisme, donc, il a pu le placer à un certain moment vraiment comme une caractéristique de l'espèce. Tout être humain a cette aspiration à s'exprimer de manière autonome et à ce que ce soit rendu possible par la société où il vit, à ne pas être constamment en opposition, en confrontation avec cette société qui serait uniquement coercitive par rapport à son besoin d'autonomie. C'est une sorte de pari. On peut dire qu'il fait là une sorte de pari, puisqu'on ne peut pas savoir, tant que les autres sociétés ne l'auront pas réalisé, on ne peut pas savoir si elles ont vraiment aussi cette aspiration. Alors qu'est-ce qu'il disait quand il était donc confronté à cette question ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres sociétés qui refusent la voie vers l'autonomie ? Il dit évidemment, par rapport aux autres sociétés, il serait absolument absurde, pas seulement inefficace, mais contradictoire de vouloir leur imposer. On ne peut pas imposer ce qui est considéré comme le choix le plus libre qui soit. On ne peut pas l'imposer. Donc imposer serait complètement absurde. Il dit aussi qu'on a raté en fait, en Europe la possibilité, d'abord parce qu'on a perdu notre propre autonomie, on l'a perdue, ce n'est pas le modèle dominant chez nous, mais aussi parce que notre relation avec les autres sociétés, elle s'est toujours faite, non pas au nom de l'autonomie, mais au nom de, au contraire, cette tendance à l'extrême maîtrise, à la domination, à l'accaparement du pouvoir et des ressources qui est dominante. Donc on a raté l'occasion, en quelque sorte, de donner une vision autre à des sociétés qui étaient prises dans quoi ? Disons, avant les colonisations, avant la colonisation européenne, les sociétés étaient prises dans des types plutôt théocratiques, féodalistes ou mythologiques. En gros. Mais la colonisation, comment est-ce qu'elle s'est passée ? Elle s'est passée sur un modèle, enfin en montrant de l'Europe uniquement les plus mauvaises tendances. Uniquement les tendances à spolier, voler les ressources locales, exploiter les peuples qu'on colonisait, etc. Donc ça s'est fait de la manière la pire qui soit. Donc forcément, il n'a pas pu se passer quelque chose comme une ouverture qui serait bienvenue. L'ouverture n'a pas été bienvenue. Et donc rattraper ça maintenant est extrêmement difficile, parce que si vous dites il y a des valeurs qui viennent d'une certaine tendance européenne, gréco-occidentale, comme on veut l'appeler. Ces valeurs sont tellement peu visibles, elles sont tellement peu dominantes, elles sont tellement minoritaires, que ce n'est pas comme ça, évidemment, qu'on peut proposer autre chose à des sociétés qui, jusqu'ici, les ont refusées. Et donc, Castoriadis dit toujours, nous avons ce privilège, cette chance, que dans notre histoire, ça s'est déjà passé à certains moments. Donc nous savons que nous pouvons le faire. Nous savons que c'est désirable. Quand nous pensons à ces moments où ça s'est réalisé, ça nous paraît plus désirable que ce que nous vivons maintenant, nous. Mais c'est notre histoire, donc c'est plus facile de nous en emparer. C'est plus difficile pour ceux qui, non seulement ont une autre histoire, mais en plus, ne nous conçoivent, nous, que comme des ennemis, que comme le contraire de ce que nous essayons de mettre en œuvre là. Donc toute cette difficulté du rapport entre les sociétés, du rapport actuel entre les sociétés, mais qui
n'a pas empêché Castoriadis de maintenir jusqu'au bout donc sa visée universaliste, c'est-à-dire le fait de dire « je voudrais que ce projet d'autonomie puisse se répandre le plus universellement possible » et sa visée, évidemment, de le faire, que ça vienne de chaque individu, que ça vienne de chaque individu ici, chez nous, et que ça vienne de chaque individu partout sur le globe. Donc pour en venir à une sorte de conclusion optimiste, Castoriadis n'était pas très optimiste, mais il n'était pas très pessimiste non plus. Il observait qu'il y avait eu plutôt régression, mais cette régression, il l'a trouvée depuis longtemps. C'est-à-dire, elle ne datait pas, par exemple, de l'échec de 68. Quand on l'interrogeait sur ce qui s'était passé en 68, il n'estimait pas que c'était après 68, son échec, que vraiment la visée révolutionnaire ou la visée du désir d'autonomie était retombée. Il disait 68, ça a plutôt été une exception, une parenthèse dans une période qui était devenue conformiste depuis bien avant. Dans une période qui était devenue conformiste au sens vraiment qui s'était laissé aliéner par ce mirage de la centralisation de l'économie capitaliste. Donc, l'écrasante majorité des populations européennes était déjà uniquement construite avec cette valeur, cet objectif, qui était l'objectif de réaliser le capitalisme pour tous, le bonheur par le capitalisme, le bonheur par les biens matériels. Et 68 n'a été qu'un sursaut d'autre chose, mais plutôt un éclair dans une nuit qui durait depuis bien longtemps. Donc il n'était pas très optimiste, mais il disait que celui qui voulait changer les choses devait donc en fait justement mettre en évidence dans une histoire qui existait et dans des germes qui existent maintenant, ce qui était de nature à se développer de façon autonome. Donc à la fois au niveau individuel, donc aider les individus à se comprendre eux-mêmes, à reprendre en main leurs propres désirs, comprendre quelles sont leurs aspirations, à se détacher de la modélisation de leurs aspirations par le modèle social, puisque une société forme les individus dont elle a besoin. Donc la société capitaliste forme des individus adaptés au capitalisme. Que ce soit des dominants ou des dominés, elle a besoin des deux. Donc elle forme les deux types. On peut refuser ces deux types. On peut dire « je ne veux être ni dominant ni dominé ». Et ça, on peut susciter ce type de réaction chez les individus, c'est parfaitement possible. Et favoriser par ailleurs l'autonomie sociale en luttant contre les structures qui deviennent de plus en plus coercitives, une bureaucratie de plus en plus tatillonne, réglementaire, coercitive, rognant de plus en plus toutes les libertés. Donc lutter contre ça est absolument indispensable. Parce que si on arrive même à libérer un maximum d'individus, mais que les structures deviennent de plus en plus oppressives, cette liberté individuelle ne pourra même plus s'exercer pratiquement. Elle existera uniquement dans les têtes, intériorisée, ce qui est déjà pas mal, mais elle ne pourra plus s'exercer en pratique et construire d'autres choses. Donc il faut vraiment agir des deux côtés. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire par le langage, par l'écrit, par le débat, par la discussion, par la lutte. Il y a des luttes en ce moment qui portent sur ce genre de choses, et qui sont porteuses, donc à la fois, disons, d'une tendance à simplement éviter le pire à l'intérieur du cadre du système, et d'une tendance à dire maintenant, on se rend compte que c'est ce cadre lui-même qui doit éclater, parce qu'il n'est plus possible d'éviter le pire à l'intérieur de ce système. C'est plus possible d'éviter le pire. Je veux dire, on voit bien que ce sont ces contradictions de ce système qui font tous les problèmes autour de problèmes évidemment économiques, du travail, du chômage, etc. Problèmes d'immigration, fermeture des frontières, et toutes les raisons multiples pour lesquelles la guerre et la violence sont dans une chaîne infernale qui ne va pas s'arrêter. Je veux dire, elle ne va pas s'arrêter si on ne met pas en question ces cadres mêmes. Donc on a une opportunité, en somme, par tous ces problèmes qui actuellement sont en train de rencontrer une grande contestation populaire, on a une opportunité de dire c'est au cadre qu'il faut s'attaquer. En visant une autonomie, et donc une récupération de notre capacité politique. Voilà. Donc je m'arrête là, après on peut discuter. Merci.
je vais dire deux choses. D'abord, vous m'éclairez beaucoup avec les trois niveaux là. En haut, c'est le personnel, l'agora et puis le politique là. À l'heure actuelle, j'ai l'impression, vous allez me contredire, que c'est le niveau du milieu, l'agora, ce qu'on pourrait appeler le marché, qui domine tout le monde. Il domine les individus et il domine les politiques. Voilà. Exactement. Comme ça, j'ai compris. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est que moi, ça fait 50 ans que je me bats pour essayer que les individus ne soient pas des machines dans un système économique qui est très globalisé. Ça, on ne va pas changer la globalisation. Les spécialisations sont de plus en plus précises et on est obligé de faire avec. Bon. Mais maintenant, le problème, c'est que la décision, elle n'appartient pas aux individus. Elle appartient à ceux qui possèdent les moyens de production. D'où le problème de la propriété des biens de production. Je ne suis pas marxiste au sens, je suis plutôt comme Castoriadis, d'après ce que j'ai compris, le petit bouquin que je lis. Mais le souci, je me dis pourquoi depuis 50 ans, tout le monde dit qu'il faut que les individus dans les usines, Jaurès le disait il y a 100 ans, redeviennent des citoyens, c'est-à-dire qu'ils aient le droit de décision et qu'il n'y a rien qui avance. Même Sarkozy a dit qu'il faudrait donner au moins un tiers des droits de décision aux employés, un tiers des profits. Les socialistes aussi le disent, mais ils ne font jamais rien. Et à l'heure actuelle, 0% des droits de décision est accordé aux employés de l'entreprise. Il n'y a pas un seul changement, alors que tout le monde le dit. Et ça, je ne comprends pas pourquoi on n'avance pas comme ça. Ça, c'est pas moi qui vais résoudre les contradictions des hommes politiques entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des moments, enfin de l'histoire récente, où une autogestion de certaines usines, fabriques, a été réalisée. Et en Argentine, par exemple, là c'était vraiment formidable ce qui s'est passé en Argentine, parce que ça a été un grand mouvement où il y a eu une opportunité formidable, c'est-à-dire qu'une grande partie de la classe patronale est partie en abandonnant ces usines parce qu'il y avait un effondrement financier. Et donc les travailleurs se sont retrouvés devant une opportunité formidable de reprendre eux-mêmes. Alors c'était très compliqué puisqu'il y avait justement cet effondrement, donc ils n'avaient ils n'avaient pas du tout d'argent pour avancer, mais il y en a beaucoup qui ont réussi à faire tourner l'usine. Et ce qui était vraiment frappant, c'était qu'ils disaient que ça leur avait fait prendre conscience qu'ils en étaient parfaitement capables. Alors que tout le système visait à dire vous n'en êtes pas capable. Il faut des dirigeants, il faut des cadres, parce que les employés ne sont pas capables de diriger eux-mêmes. Et se rendre compte qu'on est capable collectivement d'accomplir toutes les tâches, y compris des bonnes décisions, ça c'est extraordinaire, ça c'est vraiment précieux. Et c'est ça qu'il faut défendre. Alors ça n'empêche pas les spécialités, évidemment, c'est pas chaque individu qui est capable de tout faire, mais si on met ensemble toutes les compétences de tous les individus, ils peuvent très bien s'organiser par eux-mêmes, il n'y a pas besoin qu'il y en ait qui commandent. Et ça a été le grand apport de ces moments-là. Le même exemple. Ça marche pas. Ça, la réponse à sa question, c'est peut-être que les gens n'ont peut-être pas tellement envie, parce que là, ils étaient obligés d'en avoir envie. Ils étaient contents que ça se passe, ils étaient contents de faire ça. Ils sont en train d'en avoir envie, parce que globalement, actuellement, on a tous envie, c'est pas sûr. Une majorité importante. Alors, juste pour terminer là-dessus, après je propose que chacun parle à son tour, mais juste là-dessus, tout près d'ici, à Agémenos, il y a eu la même chose, quoi. Les Fralib, on a senti cet énorme élan, cette volonté, et qui s'est pas laissé tomber, qui n'est pas retombé avec tous les obstacles qu'ils ont eus. Voilà. Ouais. Et donc c'est formidable que ça ait eu lieu encore maintenant. Donc en fait, je ne pense pas que tous les employés de Fralib étaient des gens particuliers, quoi. C'était des Français comme les autres. Je pense que ce qui manque, c'est toujours l'étincelle. C'est l'étincelle, c'est l'opportunité. C'est le fait de pouvoir saisir, et après, quand c'est parti, ça marche. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et comme on est dans le mouvement, ça fait plaisir en fait. Ça fait tellement plaisir de décider ensemble au lieu d'être soumis, d'être surtout dans la manière dont... Ouais. Pardon ? Les glaces se pilent pas loin. Oui, il y a d'autres exemples. Ouais, il existe un mouvement scoptiste qui se développe, mais dont les médias ne parlent pas parce que les médias qui sont détenus par la finance
n'ont pas envie qu'on en fasse la promotion, mais l'appropriation populaire de la production et des décisions a existé au lendemain de la guerre. Plein d'usines ont été réappropriées par les ouvriers et ils étaient émerveillés de constater qu'ils pouvaient faire fonctionner l'outil de travail sans un patron. Et je suis content de la note optimiste que tu livres à propos de Castoriadis, parce que, bien évidemment, il faut exploser le cadre, il faut exploser le cercle, si nous avons envie de nous libérer individuellement et collectivement. La démonstration que tu faisais à propos de l'oikos, de l'agora et de l'ecclésia existe dans d'autres traditions, qui sont la Kabbale ou l'alchimie, où on observe les mêmes mouvements, on observe les mêmes progressions. Où ça, Titi? Dans la tradition kabbalistique ou dans les philosophies alchimistes. Il y a de la politique dans l'alchimie? Non, je comprends. C'est la même chose, c'est comment on passe du noir au blanc en traversant toutes les étapes. Donc c'est la transformation de ce qui est brut en quelque chose de beau et pur. Et cette opportunité est offerte à tout le monde. Tout le monde peut s'auto-transformer et se changer de l'homme ordinaire en l'homme pensant, en l'homme décidant. Non pas décidant pour les autres, mais décidant pour lui. Alors, c'est sûr, hein, mais... Oui. Juste encore un mot, il existe un très très joli bouquin dont le titre est « L'homme semence », qui en fait est la narration de la révolution de 1831. Et donc c'est comment un homme, mais c'est ce que tu as exprimé tout à l'heure, comment il peut faire des choses sans avoir ni la conviction, ni la volonté que ce qu'il aura fait perdure, mais peut-être que ça perdurera, peut-être que ça profitera à élever un terrain qui sera davantage favorable à la libération. C'est sûr. Je voudrais juste revenir quand même sur la difficulté, dans la mesure où tous ces exemples qu'on vient de dire étaient encore pris dans le système capitaliste, d'où leur difficulté, hein, d'où le fait qu'eux-mêmes sont obligés de s'auto-infliger les règles de la concurrence, les règles du marché. S'ils ne le font pas, ils ne survivent pas. Donc c'est encore une manière de... ce n'est qu'une réalisation partielle. Hein. Il y a une autogestion, mais ça reste une gestion du capitalisme. Donc, il serait mieux, évidemment, de pouvoir sortir de ce système en faisant autre chose. Et là, bon, il y a des exemples aussi, comme la coopérative intégrale catalane. Hein. En Espagne, ça bouge plus qu'en France, de ce côté-là. Donc là, où il y a vraiment une sortie du système juridique, économique, complètement. Donc, il faut aller voir dans des possibilités, des réalisations plus radicales aussi. Et ce n'est pas évident pour l'individu de se détacher de ce qu'il a construit, puisque quel modèle de vie choisir? Dire, il faut... qu'est-ce qu'on va devenir? Dire, si on est retraité, on n'a plus trop à se poser la question. La vie on a fait sa vie professionnelle derrière soi. Mais si on a une vie professionnelle à choisir, si on doit... réfléchir comment on va assurer sa subsistance en restant en dehors du système. C'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile et qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que se libérer des cadres, ça veut dire vraiment, ça suppose vraiment qu'on se donne les moyens collectifs nécessairement d'avoir une alternative. D'avoir une vraie alternative. Donc tant qu'il n'y aura pas des alternatives concrètes qui pourront être proposées aux individus, hein, où on pourra dire tu n'es plus obligé de vendre ta force de travail, hein, d'être un esclave salarié, tu peux entrer dans un autre système, etc., qui ne fonctionnera pas sur la concurrence, qui ne fonctionnera que dans un réseau d'échange où on n'utilise plus la monnaie, ce qui existe. Hein. Voilà, tant qu'on n'aura pas développé ça de manière à pouvoir offrir autre chose, ça sera vraiment difficile pour les individus de faire ce choix. Il faut le voir. Alors, il y avait une question là, et là. Vous vouliez intervenir? À propos de l'exemple que vous avez donné pour l'Argentine, mais en fait, comme Le Brûle en a parlé, c'est l'histoire effectivement de ce qui s'est passé en France à la libération. En Argentine, vous dites que les patrons étaient partis parce que l'économie s'était effondrée. À la libération en France, les patrons ils se prenaient tranquilles parce qu'ils avaient collaboré avec l'occupant. D'accord. Et à partir de ce moment-là, à Marseille, justement,
Raymond Aubrac a été nommé préfet et il a réquisitionné les usines, les chantiers, et c'est reparti. Que ce soit les chantiers navals de La Ciotat, les aciéries du Nord à Marseille. Et effectivement, tout le personnel a fait marcher les usines et a redémarré toute. Alors bien sûr, hein, très vite, ça s'est arrêté. Parce que les gens pourquoi qui ont dit à Paris, à De Gaulle, attention, à Marseille, ils sont en train d'instaurer le soviet. Raymond Aubrac a été viré. Voilà. Et les choses sont reparties. Voilà. Mais enfin, bon, c'était un autre exemple qui est tout à fait significatif. Ça marchait très bien, hein, paraît-il. Oui, merci. Il ne savait pas qu'il savait. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est en le faisant qu'on découvre qu'on sait le faire. Et... Moi, je mets un bémol Oui. entre la prise. Je ne dis pas que c'est bien, au contraire, c'est bien. Gémenos, Skopti, etc., c'est très bien. Mais en même temps, quand on le fait sous la contrainte, on n'a pas forcément la conscience d'aller vers quelque chose d'autonome, en fait. Et ça retombe vite fait. On a eu dans les années 70 les livres, les Manu France, c'est tombé aussi, je veux dire. Et puis, je pense que on est très vite revenu hors du schéma de... L'idée d'autogestion a été abandonnée dans les années 70 par le mouvement ouvrier. Entre guillemets, c'est tombé petit à petit. On est retombé vers des nationalisations. Bon, les nationalisations n'ont rien changé, je veux dire, au niveau de... Voilà, donc je pense que quand on va vers ce genre de projet social, je pense qu'il faut avoir l'idée d'autonomie, et sinon on ne va pas très loin, quoi, en fait. On va juste pour se débrouiller, pour trouver du boulot, pour ne pas perdre son travail, et ça ne va pas très loin si on ne va pas un peu plus loin. Ah ouais. Moi, je pense que c'est vachement important de ça. Moi, j'avais une autre question. Je pense que c'est presque... Vous avez dit à un moment donné démocratie participative, et le contraire, c'est la démocratie où tout le monde participe. Je l'ai mal compris comme ça. Ah, aussi, j'ai dit ça, c'est bizarre, oui. Non, c'est possible, mais... C'est au contraire. Non, je veux dire... la démocratie... Représentative. Oui, Et, représentative. oui, probablement représentative. Oui, représentative. Oui. Et Ah, après, représentative. Ou Castoriadis propose où tout le monde participe. Oui, Quelle dimension? voilà. Alors, tout à fait. Moi, je pose Oui, la question de bien la sûr. dimension, la nation, l'entreprise. Je veux dire, il y a des choses où on va être obligé d'avoir au moins des délégués, mais peut-être autrement qui fonctionnent aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est évidemment, c'est une question qu'il faut absolument se poser, c'est une question certaine, c'est que, et Castoriadis le dit bien, les cités-États étaient antiques, étaient très réduites en territoire, en nombre de personnes, et donc pouvaient se permettre d'avoir une seule assemblée du peuple entier. Mais ce n'est pas possible à l'échelle d'un État actuel, Mais simplement... La complexité, mais il faut voir laquelle, parce qu'il y a une grande partie de la complexité qui est évidemment créée artificiellement par un système économique et financier qui est abominable et qui pourrait évidemment, s'il se calquait plus sur les besoins réels, se simplifierait déjà beaucoup. Et en plus, il y a une complexité institutionnelle, justement, au niveau politique, c'est-à-dire tous ces niveaux différents de pouvoir avec leurs compétences, leurs machins. Là, évidemment, c'est une complexité complètement créée et absurde. Il y a quelque chose d'absurde dans cette complexité. Donc tout ça... Disons, une visée d'autonomie, c'est aussi une visée de supprimer cette complexité-là, en tout cas. Mais si on sait que la démocratie directe, disons, appelons-la directe, puisque c'est son nom, je veux dire, ça veut dire que directement, chaque citoyen exerce sa faculté de délibérer avec les autres, donc elle est directe. Si on sait qu'elle ne peut s'exercer que dans des assemblées de nombre limité, parce que certains, eh bien, réalisons un système politique où la base décisionnelle est l'assemblée locale. Et c'est parfaitement possible. Une redécentralisation est parfaitement possible à partir de la centralisation qui date de l'époque moderne. Oui, c'est parfaitement possible de décentraliser sans rien perdre, ce qui ne veut pas dire qu'on formerait des îlots indépendants et isolés les uns des autres. Une assemblée peut être en rapport, en relation avec toutes les autres, par exemple par un modèle fédéraliste ou confédéraliste. Quelqu'un qui va représenter des choses à un moment donné. Il y a une grande différence entre un représentant et un mandaté. Ah oui, mais ça c'est essentiel. Voilà. Donc le mandaté n'est qu'un porte-parole de son assemblée. Voilà. Mais ce qu'il faut alors accepter en plus, si on essaye d'élaborer ce modèle politique-là, c'est qu'il faut accepter que les choses prennent un peu plus de temps.
C'est-à-dire parce que l'Assemblée locale va délibérer. Si on doit s'entendre à un niveau plus ample, plus régional, il faudra qu'il y ait des mandatés, des délégués qui diront simplement la voix de l'Assemblée. Ils vont revenir avec les objections des autres, avec les nouvelles questions à résoudre. Ils vont revenir, et de nouveau les assemblées locales redéfiniront leur projet en fonction de ce qui aura été dit. Et donc ça, c'est un processus plus long, plus lent. Mais dans la mesure où l'extrême rapidité qui est exigée actuellement est en grande partie due au type d'économie qu'on a, c'est une économie qui fonctionne constamment sur l'urgence, il faut tout le temps réagir à des choses urgentes, et au type de relations internationales qu'on a, où aussi on est tout le temps sur l'urgence. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas changer une partie sans changer en même temps les autres. Et donc il ne sera pas possible de vraiment élaborer un système alternatif sans que ça se fasse à peu près partout en même temps, c'est-à-dire sans qu'il y ait des assemblées locales qui commencent à s'installer un peu partout et qui soient prêtes. Et de même des assemblées de production, etc., qui se développent progressivement et qui, pendant un certain temps, coexistent avec le système, et puis le temps de devenir assez nombreuses, etc. Donc c'est un processus long, mais l'avoir comme visée est important. Et là, je reviens justement sur votre première question. C'est très important, effectivement, d'avoir cette visée, mais ceux qui ne l'ont pas au départ seront formés progressivement aussi dans cette nouvelle optique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on voit lors d'occupations, etc. C'est pour ça qu'il y a un sens, disons, pédagogique à la grève ou à l'occupation d'usines, parce qu'on apprend dans les interactions concrètes, on apprend des choses qu'on n'avait jamais faites, qu'on n'avait jamais pensées. Et donc même si ça retombe, il reste quelque chose. Et donc de la même façon, on peut dire que évidemment, des tas de gens seront peut-être au départ des suiveurs, comme vous dites, parce que c'est la seule solution, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir à un certain moment, par la contrainte. Mais étant dedans progressivement, ils vont trouver d'autres visées, d'autres motivations, etc. Je veux dire, donc ça, les choses peuvent venir progressivement. Pardon, j'ai pas... Je pense qu'il y aura quand même de l'hostilité. Évidemment. Évidemment. D'où la même remarque, devenir nombreux progressivement et ne pas espérer pouvoir faire quoi que ce soit tant qu'on est une minorité. Enfin, je veux dire, voilà, on peut avoir la visée de remplacer totalement les cadres par d'autres, mais on ne va pas le faire tant qu'on est une toute petite minorité, ça c'est certain. Ça serait du suicide, quoi, ce serait écrasé. Ouais, mais pourtant, c'est bien le mouvement de l'histoire. Je veux dire, le développement du mouvement associatif, je veux dire, pour moi, ça va là-dedans. Je veux dire, même si c'est pour des choses pas forcément économiques, c'est aussi la volonté de s'occuper des choses à soi plutôt que par d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les partis politiques sont relativement en déclin par rapport à tout ce qui est associatif, mouvement qui sort un peu de l'ordinaire, je pense. Exactement. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose que je trouve aussi très précieux chez Castoriadis, c'est qu'il dit que ce qui est essentiel, c'est la volonté de s'occuper des affaires publiques. C'est ce qu'il appelle parfois la passion de la démocratie ou le désir de liberté, le désir d'autonomie au sens de prendre en main sa propre vie, prendre en main son propre destin, ses propres affaires, et puis celles des autres, mais ensemble. Cet investissement donc dans la sphère publique, en fait, on a l'impression, dans la société actuelle, qu'il n'existe pas. Parce qu'effectivement, il y a un désengagement par rapport à la politique telle qu'elle se fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désinvestissement du tout. Et donc, du coup, parce que ce niveau-ci est fermé, il est vraiment fermé dans le système actuel, du coup, énormément de gens s'investissent dans ce niveau-ci. Et c'est pour ça que le monde associatif, en fait, est très foisonnant. Parce que plein de gens s'occupent de petites associations, de toutes sortes de choses, de loisirs, d'entraide pour ceci, pour cela. Et en fait, on voit qu'il y a un désir d'agir en commun, on voit le plaisir des gens à agir en commun qu'on voit dans ces petites associations, peu importe leur objectif. Et donc, en fait, on voit que cette dynamique existe. Mais c'est juste que ce niveau-ci lui est fermé. Si ce niveau-ci s'ouvre, cette dynamique va s'engouffrer dedans. J'en suis certaine. Il n'y a aucun problème. Il y a pas le désinvestissement par rapport à la politique, c'est par rapport à celle qui se fait.
parce que de toute façon, c'est inutile. Je ne partage pas du tout la volonté du mouvement associatif de sortir d'un fonctionnement ordinaire et capitaliste. La plupart des associations ont le même fonctionnement. Oui. Au lieu que ce soit une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, c'est une association qui est complètement plongée dans des relations économiques, et que des relations économiques. C'est que le projet philosophique, social de l'association, c'est vraiment une infime partie du tissu associatif. Alors bien sûr, il y a toutes ces associations qui œuvrent pour du loisir, pour du bénévolat, pour l'échange des idées, mais c'est vraiment une toute petite part par rapport au monde associatif. Oui, je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté là dans ce terme. Je ne parlais pas de l'associatif au sens de où il y a des banques, des assurances, des mutuelles associatives. Ça c'est du associatif entre mille guillemets. C'est pas de l'associatif ça. Donc je parlais pas du tout de ça. Je parlais effectivement des petites associations de gens qui, voilà, d'associations de voisins qui organisent un truc, d'associations festives, d'associations de loisirs, d'associations, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses, culturelles, sportives, voilà. Voilà. Projet d'entraide avec la Grèce, et sa démarche associative, c'est de vendre des repas pour récupérer du pognon pour l'amener chez les Grecs. Pour moi, c'est du business. C'est pas du... Ils ne cherchent pas à s'acheter un yacht avec ça, quand même. Non, alors l'autogestion, c'est du business. Scotty, c'est du business, et il n'y a pas d'autogestion. Alors, pour le moment, il est obligé d'être dans le système, parce que s'il... C'est pas Alain qui est en cause. Non, ce que je voulais dire par... il faut pas tout mélanger. Quand je disais qu'il y a une dynamique associative, je ne voulais pas dire qu'elle était déjà en dehors du système. Je voulais dire que ça peut répondre à un doute qu'on a sur le désir des individus de réaliser des choses collectivement. Et ça, ce désir-là, on le constate là. Il y a un désir à le faire collectivement. Pour le moment, évidemment, tout ça n'est pas une alternative au système capitaliste. Tout ça, la plupart du temps, est pris dedans, dans des relations où il y a de l'argent qui circule. Hein, même si, on peut essayer déjà de le faire le moins possible. On peut refuser au maximum dans ces associations les relations hiérarchiques, par exemple. Il y a de moins en moins, effectivement, un conseil d'administration qui commande. En général, c'est très horizontal, ces structures. Donc, c'est déjà aussi une progression. Oui, c'est les petites, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a des relations de pouvoir, mais l'essentiel, je pense que c'est... toujours le pouvoir, il y a toujours quand même le pouvoir, même dans les associations. C'est une pédagogie. Hein. C'est encore pire. Il y a une pédagogie là, c'est-à-dire essayer de viser là-dedans quelque chose, ne fût-ce que ça, supprimer les relations de pouvoir, arriver à faire une décision vraiment orientale. C'est pas du tout évident. Hein. Il y a des stages de formation du fonctionnement de groupe, justement pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Le repas, on ne va pas le vendre, on fait auberge espagnole, il y aura non après. Non, mais peut-être pas... Non, trop pas... C'était juste un mauvais exemple. Non, mais on a compris la logique de l'argument. Mais... Moi, juste sur les associations, moi-même, je fais partie de plusieurs associations. Ce qui me gêne un peu, alors il y a, heureusement, je suis d'accord avec vous quand vous dites, on sent ce désir d'investir dans la scène politique au sens noble du terme, on s'entend, voilà. Parce qu'il y a un désintérêt pour la politique, on nous montre en tout cas, hein, voilà. Mais en même temps, moi ce que je déplore, alors c'est mon avis, il vaut ce qu'il vaut, hein, c'est que déjà toutes ces associations font la place de l'État. L'État donc a abandonné l'état de mission qui devrait, voilà. Ensuite, toutes ces associations, pour moi, chacune, ce qui n'est pas tout à fait vrai, tout à fait faux, et ce qui n'est pas tout à fait vrai aussi, pensent qu'ils ont une partie de la solution, mais on ne sait pas travailler ensemble. Moi, je le vois. Moi, je suis une militante syndicale politique depuis longtemps. Je fais partie d'associations. Et malheureusement, finalement, alors que sur le fond, on est souvent d'accord, sur des
petits, enfin, comment dire, pas des petits, parce que des fois... Mais en fait, ça arrange bien l'État qui est toutes ces associations à la fois. On voit que les gens ont envie de s'investir, d'échanger. Alors, pas toujours, au contraire, pas toujours des critères capitalistes et tout, mais moi, je trouve que, bon, une société où il y a tant d'associations, ben, c'est que, bon, c'est pas très, comment dire, efficace, alors... Voilà. Ah, c'est sûr que ça montre un dysfonctionnement de l'État, si du moins les missions de l'État sont la redistribution, l'assistance, etc. Maintenant, alors ça dépend évidemment le modèle qu'on a par rapport à l'État. On pourrait dire que c'est une opportunité, encore une fois. Le fait que l'État se désinvestisse, c'est une opportunité pour se réapproprier collectivement des choses, parce que l'État, c'est qui a la décision sur tout ce qui est l'État? C'est la bureaucratie et le gouvernement, enfin la bureaucratie au sens de l'administration et le gouvernement, c'est pas le citoyen qui a... Si tout était géré par l'État, ce serait pas le citoyen qui le gérerait, c'est très clair. Alors que si tout descend au niveau associatif, d'une certaine manière, oui. Non, d'autre façon, c'est-à-dire, j'imagine, moi je travaillais à la Sécu par exemple, petit exemple que je connais bien, c'était un service public digne, créé après le Conseil national d'Artistan, etc., etc. Moi, je suis partie à 3 ans à la retraite, alors que j'estimais modestement que j'avais une petite mission de service public. Je n'étais pas contente de partir professionnellement parce que on a vidé le compte de la Sécu, évidemment, on peut la privatiser, etc. Parce que les gens ont abandonné, n'ont pas cherché à s'emparer de ces missions. Alors l'État, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le sport, etc., si les gens vraiment n'avaient pas laissé faire certaines choses, alors je ne me pose pas en donneuse de leçons, pas du tout, hein, franchement, mais je me dis qu'il y a des tas de choses dont on aurait pu s'emparer, mais on a laissé faire. Alors l'État, on sait bien, bon, le gouvernement passé et actuel, en tout cas c'est mon opinion, n'est vraiment pas très démocratique, ou pas du tout, on dirait, mais enfin bon. Voilà, parce qu'on a laissé, on ne s'en est pas emparé, mais on aurait pu. Donc c'est bien, parce que moi-même je suis dans des associations, et je suis contente d'apporter le peu qu'on apporte, je trouve. Et puis je vais dans d'autres endroits où il y a l'université populaire. Par exemple, et d'autres, voilà, d'autres endroits. Mais je trouve que c'est dommage parce que ouais, c'est bien et pas bien, quoi. C'est pas très efficace à mon avis. Il faut questionner tout ça. En tout cas, d'une certaine manière, vous confirmez la thèse de Castoriadis en montrant bien que les gens qui n'ont pas pu reprendre en main les services publics au moment où ils ont commencé à être privatisés, c'est parce qu'ils étaient construits comme des citoyens d'un État très hiérarchique, hein, très vertical, et qui n'ont pas pu tout de suite passer à des citoyens, disons, plus horizontaux, hein, qui pourraient fonctionner ensemble collectivement. Or, il ne faut jamais oublier cette idée, et peut-être qu'elle refait son chemin maintenant, qu'il y a une troisième voie entre étatique et privé. Parce que quand on dit public, c'est très ambigu. Public, en général, ça veut dire étatique. Mais ce n'est pas la seule manière d'être public, voilà. Ça peut être collectif. Et historiquement, d'ailleurs, d'où vient la sécurité sociale? Elle vient des caisses ouvrières, elle vient des mutuelles ouvrières. C'était de l'auto-organisation ouvrière, de soutien mutuel. Et c'est après que l'État a dit, pas de problème, maintenant on va tout prendre en charge, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Et il n'aurait pas fallu accepter, en somme, d'une certaine manière. Parce que là, on a perdu l'aptitude, justement, à s'auto-organiser. Et maintenant, je crois qu'elle va revenir progressivement par besoin. Et donc, ce que vous venez de dire, au niveau des entreprises, s'applique aussi au niveau des syndicats et des partis. Si on a une telle désaffection, c'est qu'aujourd'hui, il y a des structures très rigides où c'est devenu pratiquement des professions. Et les militants, aujourd'hui, s'il n'y a pas de renouveau, je veux dire, enfin, pour moi, je l'analyse comme ça aujourd'hui. C'est très structuré, très rigide, et je pense que ça ne correspond plus à ce qu'a été le mouvement ouvrier au départ, même les syndicats au départ, je veux dire. Et les partis politiques, je veux dire, c'est tellement pyramidal aujourd'hui que c'est... Ouais. Je pense que c'est une des causes aussi de la désaffection des gens. Oui, c'est sûr, il s'est passé avec les syndicats la même chose qu'avec... Je suis syndiqué, je suis militant, mais je veux dire, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de le regarder, quoi. Il faut le regarder, absolument. Je vais vous poser une question sur le sens du capital. Oh là là, alors on n'en a pas fini. Non, mais je serai bref. Pour moi, l'argent, j'ai vu Fralib je les ai suivis pendant 3 ans, ils ont cherché un repreneur.
parce qu'ils avaient besoin d'argent pour reprendre l'entreprise, pour acheter les terrains, pour investir dans ceci, dans cela. Toutes les start-up ont besoin souvent d'argent. Et l'argent, c'est le travail de nos prédécesseurs, de nos ancêtres, qui a été souvent usurpé par les capitalistes, mais ça représente quand même le travail des gens. Alors, le problème de fond sur lequel on bute tous, et toutes les entreprises qui essayent de sortir ont toujours besoin d'argent, et les SCOP butent sur ce problème-là. Ils n'arrivent pas à trouver de l'argent. Donc, parce que l'actionnaire, je faisais allusion tout à l'heure, dirige tout. Donc, le problème, moi je vous pose le problème, comment Castoriadis voyait la propriété avec l'argent, est-ce qu'on a tous les droits? Est-ce que le droit, vous savez, il y a le droit, le fructus, l'usus, le fructus et l'abusus. Hein. Le premier, c'est le droit de décider, usus, le droit d'utiliser, fructus, le droit d'en tirer les fruits, et abusus, le droit de faire ce qu'on veut, de vendre et tout ça. Donc, je pense que dès qu'il s'agit d'entreprise, il y a un droit qu'il faudrait remettre en question, c'est le droit de décider, l'usus, au moins. Et ça, ce droit-là, est-ce que Castoriadis le remet en question, ou qui le remet en question? Parce que je reste sur une interrogation. C'est peut-être l'abusus qu'il faudrait... Aussi, mais donc, que les capitaux... Moi, toute ma vie, j'ai travaillé. Je voulais mettre 20 000 € chez Frali pour les aider à redémarrer. Je leur ai dit, j'aimerais bien quand même avoir un petit... l'équivalent de la caisse d'épargne, parce que sinon, je risque de mettre 20 000 € et de ne plus rien voir après. J'aimerais bien qu'on me donne quelque chose. Alors, Le Berthier, qui est un dirigeant, m'a dit, bon, on va réfléchir à ça. Et je l'ai un peu surpris par ma proposition. Oui, hein? Il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, et donc, si vous voulez, le problème, moi je suis prêt à dire qu'il faudrait changer la propriété des biens de production, les droits de la propriété des biens de production, en enlevant aux capitalistes, si vous voulez, je suis un capitaliste, j'ai de l'argent, en laissant, lorsqu'il s'est investi dans une entreprise, il faut que le droit de décision revienne à l'entreprise. Que moi j'ai quelques fruits, parce que j'ai investi, mais vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'ai vu nulle part chez Castoriadis un projet. Mais parce que son projet est beaucoup plus radical, c'est-à-dire lui il veut supprimer le capitalisme, donc supprimer l'actionnariat. Donc supprimer l'actionnariat, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de faire ces distinctions que vous faites. Et alors, une autre, donc laissons tomber Castoriadis, puisqu'il n'a pas justement fait de proposition dans le sens que vous dites, puisque pour lui, il faut supprimer l'actionnariat complètement. Donc, laissons tomber la réponse que pourrait avoir Castoriadis. Je vais vous en proposer une autre, moi. Qui dit qu'il faut supprimer l'actionnariat? Castoriadis? Il faut supprimer le capitalisme comme système, donc l'actionnariat. De Castoriadis. Oui, bien sûr. Il propose de supprimer l'actionnariat. Bien sûr, mais bien sûr. Oui, il propose la propriété collective des moyens de production. Propriété collective des moyens de production, donc on n'a plus d'actionnaires. Vous avez compris, je propose quelque chose de différent. J'ai bien compris, mais non, ça reste, c'est beaucoup trop timide. Comment voulez-vous passer à un autre système? Alors, je vais vous dire maintenant une transition possible qui est tout à fait adaptée au moment à l'état actuel. En fait, ce qui existe actuellement, c'est justement des récoltes d'argent sans aucun fruit, justement, sans aucun retour financier. Et donc, par exemple, il existe des possibilités... Non, c'est pas vraiment un mécénat, c'est du soutien. C'est-à-dire, il existe... comment? Alors, pas seulement ça, parce que ça, c'est du... Alors, il y a du don, hein, bien sûr, du don, mécénat, ça c'est une chose. Mais ça, bon, il y a autre chose. C'est-à-dire, il existe notamment des groupes fonciers d'achat. Donc ça, c'est valable pour l'achat foncier. Peut-être que ça existe pour autre chose, je ne sais pas. Mais je connais les groupes fonciers d'achat qui consistent à acheter collectivement une terre pour que puissent y installer des paysans sans terre. Donc en général, c'est évidemment dans un projet d'agroécologie, etc. Bon, c'est pas pour faire de l'intensif chimique, hein. Mais donc, et cet achat collectif de terre, ça se fait sous forme de parts, mais de parts qui ne rapportent rien. C'est-à-dire que vous mettez votre part, et si à un moment vous voulez récupérer votre argent, vous le pouvez en le revendant à quelqu'un d'autre. Vous avez la responsabilité de le revendre à quelqu'un d'autre. Au même prix. Au même prix. Au même prix. On ne commence pas à calculer l'inflation, le machin. Et ça, c'est le statut des SCOP.
Vous savez, vous mettez d'accord, 10 ans après, vous pouvez récupérer le même prix. Le même, voilà. Et donc, ça c'est une manière de se débarrasser justement de ce qui est central dans le capitalisme, qui est le profit. Si vous fonctionnez, et ça c'est vraiment une question de mental, quoi, si vous fonctionnez mentalement avec en vue le profit, ne pas perdre mais profiter, vous êtes foutu, vous ne sortirez jamais du système. C'est justement ça qu'il faut enlever. Et donc, vous mettez quelque chose parce qu'à ce moment-là c'est utile, au moment où vous en avez vous-même besoin, hein, ou bien où il vous semble qu'un autre projet en a besoin, vous essayez de faire en sorte de ne pas faire plonger votre premier projet en retirant. Vous ne pouvez pas le retirer comme ça, sinon l'autre projet va s'effondrer. Vous devez le revendre à quelqu'un d'autre et ensuite vous récupérez l'argent. Vous pouvez le mettre ailleurs ou l'utiliser pour vous. Moi, je pense que ça, c'est la transition qui est possible maintenant, qui n'est pas encore une sortie du système. Hein. On est toujours dans l'argent, malheureusement, on doit toujours acheter. Mais enfin, qui nous débarrasse, je crois, de le pire imaginaire du capitalisme, qui est le profit. Oui. Mais ça ne vous donne aucun pouvoir de décision. Non. Si, on fait partie. Tous ceux qui ont une part participent à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale... Et plus de 50%. Non, alors il y a un homme, une voix. Non, un homme, une voix, peu importe le nombre de parts qu'il a. Une personne, une voix, peu importe le nombre de parts qu'il a. Donc il n'y a pas il n'y a pas moyen de prendre le pouvoir de cette manière. Et l'Assemblée générale décide de toutes les grandes orientations, qui on accepte pour quel type de projet, etc. Donc c'est vraiment une décision collective. Il joue le rôle de médiateur en cas de conflit. Oui, aussi. Pour l'occupation des terres. Si vous souhaitez qu'Annick vienne encore vous énerver l'an prochain, applaudissez-la très très fort.